honnête, le premier matin de l'arrivée, on est surpris par la ronde infernale des bus qui circulent de bon matin. Ce système de transport appelé Transmilenio dispose d'une longueur actuelle de 113 km. Certains de ces bus peuvent avoir une capacité de 250 passagers. Le Transmilenio transporte plus de 2 200 000 personnes par jour. Et bien sûr, vous l'avez compris, le défaut majeur est la pollution. Donc on dit que la population d'aujourd'hui, ça monte jusqu'à 10 millions de personnes. Et il y a certaines études qui disent que c'est en réalité 11 millions avec la population flottante qui travaillent hors Bogota et viennent travailler le matin. Donc des bouchons dans le matin et dans l'après-midi au moment de rentrer à la maison sont tués. Notre première destination concerne la colline de Monserrate, qui culmine à 3152 mètres d'altitude et où on peut accéder par 3 moyens. Soit le sentier de randonnée de 3 km, soit le funiculaire inauguré en 1929, ou en téléphérique, ce que nous avons choisi. Il a été inauguré en 1955. Bonjour à tous, bienvenue à Monserrate. Et je voudrais que vous regardiez de l'autre côté. Et vous allez trouver une autre église. Là, c'est une Vierge Marie, c'est pas une Jésus-Christ. Et c'est la Vierge Marie de la Immaculada Conception. Immaculée Conception. Et nous sommes ici dans la chapelle de la Vierge Noire de Montserrat. Et c'est une vierge que les Espagnols ont amenée jusqu'ici dans les années 1520. Et l'idée d'amener une Vierge Noire ici, c'était pour faire sentir plus à l'aise les indigènes locaux qui étaient un peu noirs. Nous sommes maintenant au quartier d'Egipto, au Egipto. Le quartier d'Egipto à Bogota, c'était jusqu'à très récemment l'un des quartiers plus dangereux de la ville. Moi, je suis grandi pas loin d'ici et je venais jamais parce que c'était vraiment dangereux. Il y avait une ligne invisible qu'on ne devait pas traverser. Maintenant, il y a un changement social qui commence à avoir lieu ici et c'est tout grâce à tout d'abord au tourisme mais aussi à l'art, au hip-hop et aux personnes qui ont voulu de sortir de la criminalité et de changer leur mode de vie. Autrefois considéré comme un acte de vandalisme, le graffiti a gagné ses lettres de noblesse à Bogota, où il est devenu une attraction touristique. Il y a même un graffiti tour organisé par un tour opérateur local. La décriminalisation de graffiti dans la ville date de 2011, année où fut tué un jeune artiste de 16 ans par la police. Maintenant, l'Institut national des arts et la mairie de Bogota encouragent cet art de la rue en rétribuant certains artistes. Actuellement, près de 5000 ensembles muraux permettent aux artistes urbains de s'exprimer. Bogota est devenue la capitale mondiale du street art. Le graffiti demeure un moyen d'expression et de revendication fort qui permet aux jeunes générations d'exprimer leur position et de participer à leur manière au débat culturel, intellectuel et politique du pays. D'après l'histoire,
c'est l'endroit où on a fondé Bogota. Donc en 1538, ils arrivent ici, voilà. Ils ont fait une petite église comme le Blanche à côté. Et à côté de l'église, 12 petites maisons, et d'après les 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc les maisons comme cela. Et depuis ce moment, c'est comme voilà la place fondamentale de la ville. Nous sommes arrivés à ce que j'appelle le centre culturel bogotano de Bogota. Nous avons à droite la bibliothèque Luis Ángel Arango. C'est la bibliothèque plus grande qu'il y a au pays. C'est demi-public parce que ça appartient aux banques de la République. Et c'est elle qui garde la plus grande collection ou des archives plus grandes de journaux et de livres, de la musique aussi. C'est géant. Donc voilà, M. Bolivar au milieu, la petite structure. Et toujours en Colombie, quand on trouve la place Bolivar, on trouve le centre-ville, donc le corps de centre-ville. Et nous sommes maintenant entourés des bâtiments des plus importantes institutions. C'est la cathédrale principale de Colombie, de Bogota. Et les bâtiments à côté, c'est l'archevêché. Donc tout ces parties du côté de la place appartiennent à l'église. On ne voit pas d'ici, mais on verra quand on bouge un petit peu. Les bâtiments orange et blanc, ça c'est l'école plus ancienne de Bogota. Une école de 1604 et des jésuites. Elle marche encore comme école, et elle fonctionne encore comme école, et c'est encore des filles. Mais vers les années 1930, le président de la Colombie de ce moment-là, il pensait qu'on avait trop des églises au centre-ville et il nous manquait des espaces pour des bâtiments de gouvernement. Donc il dit, on a beaucoup d'églises, beaucoup de couvents, on va détruire quelques-uns pour pouvoir construire quelques bâtiments pour le gouvernement. Donc on a détruit les couvents et l'idée c'était de détruire l'église aussi. Et regardez que l'église est une église des années 1700. Oui. Elle est très jolie dedans. Bienvenue au musée Botero. Pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Botero, il s'appelle Fernando Botero et lui, il est l'artiste plus connu de Colombie. Et dedans Colombie, mais aussi hors Colombie, tout le monde connaît, beaucoup de monde connaît qui est Botero. Et il n'est pas né à Bogota, il est né à Medellín.
Et d'après lui, quand il était très jeune et qu'il s'intéressait à l'art, quand il habitait à Medellín, il a du mal à s'approcher à l'art parce qu'il n'y avait pas un bon musée d'art à Medellín. Medellín, c'était une toute petite ville et c'était encore très rétrograde. Et vivre de l'art, c'était comme... donc tout le monde se moquait de lui. Comme vraiment, vous voulez devenir artiste? Bon. Il a du mal, mais en tout cas, il a beaucoup travaillé pour devenir un bon artiste et jusqu'à maintenant, il devient le plus populaire de la Colombie. Donc il faut que ça soit un musée entrée gratuite pour tout le monde, toujours. C'est la raison pour laquelle personne ne doit jamais payer pour venir ici. La deuxième condition, il voulait organiser la collection dans la maison, donc c'est lui qui a fait la mise en scène de toute la collection. Et la troisième condition, je trouve ça aussi très intéressant, il a dit toutes les pièces qui sont là doivent rester ici pour toujours. Le musée ne peut pas prêter pour des exhibitions temporaires. Donc, bienvenue au musée de l'or. Nous sommes maintenant dans le bâtiment qui garde la collection plus grande qu'il existe au monde, faite en or. Mais toutes les pièces qu'on a ici sont des pièces précolombiennes, donc ça veut dire faites par les natifs qui habitaient ici en Amérique, Colombie aujourd'hui, et travailler avec l'or. Donc, nous avons ici, c'est ça qu'il dit, plus de 34 000 pièces faites en or. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Mais ce que je trouve vraiment intéressant du musée, c'est pas la quantité de pièces, mais le travail des pièces et des histoires que toutes les pièces qu'on a autour de nous racontent par rapport à la vie des indigènes avant de l'arrivée des Espagnols.